Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, on va te demander maintenant, tu vas monter, nous raconter ton histoire en direct. Il y a plein de surprises après le direct là, on va parler de ça. Mais pour le moment, c'est les histoires mystiques, pas les histoires romantiques s'il vous plaît. Ceux qui viennent chercher les maris dans les directs là, c'est pour vous. Ceux qui cherchent les femmes dans les directs, c'est pour vous. Ceux qui montent, c'est pour nous raconter les histoires, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va commencer. Ceux qui ont les histoires, commencez à envoyer vos demandes. Je viens d'activer les demandes. Je viens de draguer les femmes dans les lives de sorcellerie. Vraiment. Bien ça. Emmanuel, as de pique, ça dit quoi? Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la team, bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien, et toi? Oh, je me suis brûlé la jambe gauche. Il faisait tellement froid que je me suis ébouillanté le pied gauche. Mais c'est en voie de guérison. Wow. Ouais, ça va mieux. Bon, bref. Bonjour les enfants. Je l'appelle les enfants parce que moi j'ai 68 ans. Hein. Bon, je vous raconte cette histoire qui me tient à cœur. Parce que, je dirais, parce que c'est vraiment très proche, mais j'ai peur que les personnes se reconnaissent. Et c'est pour ça que je vais faire comme si c'était des personnes assez éloignées. Il s'est passé quelque chose du vivant de ma mère. Un jeune garçon que ses oncles étaient venus pour l'initier. Pour l'initier dans la sorcellerie. Le problème, c'est qu'ils se sont présentés très tard. Le petit garçon venait de prendre sa première communion avec ses frères et sœurs. Et quand ils sont arrivés, il leur a dit, non, ils sont venus avec de la nourriture, de la viande, pour qu'ils mangent. J'espère qu'il ne m'entend pas, qu'il n'est pas abonné là. Parce que... ses oncles l'ont apporté de la viande en disant que c'est une viande qui peut lui donner une vie éternelle. Et lui, du haut de ses 9 ans, il a répliqué qu'il vient de manger Jésus-Christ. Et le prêtre lui a dit que Jésus-Christ était sa vie éternelle. Donc, la viande qu'on lui apporte là, il ne veut pas la manger. Le gamin a commencé à tomber malade, mais alors, malade. On ne pensait même pas qu'il allait vivre. Et puis, on l'a amené chez quelqu'un. Et la personne leur a dit que ça faisait depuis qu'il avait cette histoire dans lui, mais il n'était pas encore initié. Donc, il n'avait pas encore cette connaissance. Il ne savait pas qu'il avait quelque chose en lui. Maintenant, ses oncles sont venus pour réveiller la chose. Et comme le gamin refusait, et donc, maintenant, il voulait le tuer. Le type a dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'enterrer vivant avec un mouton. Et la chose qu'on a mis en lui va aller vers le mouton. Si le mouton meurt, c'est pas bon. Si jusqu'au matin le mouton est vivant, c'est que le mouton a récupéré la chose qui est en lui. Et c'est comme ça qu'ils ont enterré ce petit garçon de 9 ans avec ce mouton. Histoire très très proche. Très proche. Que, bon, je ne savais pas que ce garçon pouvait atteindre 32 ans aujourd'hui. Et le matin, en allant ouvrir la tombe, on avait couvert bien sûr avec de la tôle. On a trouvé le mouton était vivant, mais lui, il nageait dans les caca. Pardon, oh là là, j'ai dit un gros mot.
il était imbibé de tout, quoi. Donc, on l'a enlevé de la tombe, le mouton qui vivait, et le monsieur a dit que c'était très bon signe, que comme lui et le mouton sont arrivés le matin, parce qu'ils ont été enterrés à 19h, et on les a enlevés le matin à 7h, que c'est très bien. Maintenant, il est libre, personne ne viendra plus le déranger. Et c'est comme ça qu'on a été le nettoyer, le laver. On a obligé la famille à aller pêcher les poissons-chats. À tous ceux qui savaient qui étaient mêlés à cette histoire, ceux qui n'ont pas voulu le faire ne sont plus de ce monde. Et ils ont mangé les poissons-chats crus. Voilà. Et ce garçon, même jusqu'à maintenant, il est souvent, quand il est malade, il est malade. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très croyant. Il a mis son cœur à Dieu. Et je pense que ceci lui sauve la vie. Parce que ces personnes, ces gens-là, quand ils veulent quelque chose, mais en tout cas, les 3 personnes qui sont venues pour chercher à l'initier ne sont plus de ce monde. Donc, c'est cette histoire que je voulais juste raconter, elle n'est pas longue, mais c'est une histoire très poignante qui peut arriver à tout enfant. Quand vous avez votre enfant, vous ne savez pas que vous avez un enfant parce que d'autres sont initiés très tôt, d'autres tard. Je ne sais pas pourquoi. Eux, ils ont attendu jusqu'à l'âge de 8 ans, parce que je crois que c'est 8 ans, 8-9 ans, oui, pour vouloir l'initier. Je ne comprends pas. Il aurait pu le faire quand il était bébé. Peut-être aujourd'hui, on aura un grand sorcier autour de nous. Mais Dieu a décidé autrement. Peut-être que c'était la volonté de Dieu aussi, que cela ne se fasse pas. Faites très attention à vos enfants. Parce que l'enfant est venu raconter à sa mère. Si sa mère ne l'avait pas écouté, ça n'aurait pas été. Elle a raconté à sa mère et ses oncles. La première personne qu'il voulait que cet enfant leur donne, c'était sa propre mère. Voilà l'histoire. Faites vraiment très attention parce que le sorcier ne dort pas. C'est une mauvaise graine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Wow. Il y a des trucs, quand on a fait le tournage du deuxième court-métrage, on a tourné peut-être 2 ou 3, 4, oui 4. Il y a une scène qui s'est passée en pleine forêt. Il était déjà, je pense qu'ils sont tournés vers les 23h, 24h. C'était une petite forêt où on a tourné. Et il y a une scène qui s'est passée là-bas. Quand le film va être diffusé, on va faire carrément à la fin du film expliquer la scène là parce que c'est une scène qui a terrorisé toute l'équipe. Merci pour les cadeaux. Bonsoir Alex. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire personnelle. Une histoire personnelle qui va faire un peu peur, mais bon. Comme nous sommes en famille, nous allons avoir peur ensemble. Donc, on y va. Alors, c'était au temps où j'habitais avec des copines. On était un groupe d'étudiantes. On habitait ensemble. Nous étions 6 dans une grande maison. Donc, il y avait 4 chambres et chacune avait sa chambre. Et c'était une maison louée d'un pasteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, au début, déjà, quand on a pris la maison, le pasteur nous a dit que c'était interdit de ramener les garçons à la maison. Interdit. Donc, il nous donnait les règles de la maison alors que c'est nous qui payons la maison. On a trouvé ça bizarre, mais on s'est dit, bon,
il fait ses règles. Même comme ça, il y avait des amis qui rentraient à la maison et tout. Pas de souci. Et il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Chacun avait plein de problèmes. Problèmes financiers, école. Nous qui avons des copains, par exemple, les copains n'étaient pas... Il n'y avait que des problèmes, en fait, des disputes. Donc, tout le monde avait l'esprit très bas. Et un soir, la nuit, comme ça, je dors. Vers 2h, 3h du matin, je me réveille. Et je sens quelqu'un derrière moi. Sur le lit. Donc, je me dis que, je fais une paralysie du sommeil. Parce que la paralysie du sommeil, tu te sens que tu es réveillé. Tes yeux sont ouverts, mais tu ne peux pas bouger. Donc, c'est exactement ce qui se passait. J'étais là derrière, je suis là, je suis couchée. J'ouvre les yeux dans le noir, je vois la porte, je vois tout, mais j'arrive pas à bouger, je peux pas crier, je peux rien faire. Donc, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un ours, j'avais un ours à l'époque derrière moi. Donc, les gros ours des enfants, les ours, peut-être qu'il avait 1 mètre. Donc, je l'ai mis sur le lit et dans ma tête, je me dis, mais c'est l'ours qui est derrière moi ou il y a quelqu'un derrière moi? Donc, en fait, la peur m'a envahi tellement que je me disais que voilà, je suis en train de rêver, mais sauf que je n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Et je sens que l'ours se penche comme ça. Donc, je sens l'ombre derrière ma tête. Donc, je tourne les yeux et je vois l'ombre derrière moi comme ça qui me chauffe le dos, qui commence à me toucher. Il est couché derrière moi. Je sens son souffle comme ça derrière ma nuque. Donc, je suis là, je tremble. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux crier, je n'arrive pas à crier. Je n'arrive pas à bouger. L'ours là, il s'est couché comme un... Mais c'était pas un homme, c'était un petit truc. Et donc, j'ai commencé à avoir tellement mal. J'ai commencé à avoir des brûlures au dos, des brûlures. Quand les brûlures ont commencé à être très intenses, je me suis levée tout d'une fois en même temps. Je me suis levée un coup. Et bon, j'ai pas fait comme dans les films d'horreur américains là. Moi, je suis sortie direct de ma chambre, j'ai fui. Donc, je courais, sauf qu'il faisait noir dans la maison. En sachant qu'on était 6 filles dans la maison, il y avait 6 filles, donc il y avait 2 filles qui priaient beaucoup, mais bon, elles n'étaient pas très, je sais pas, je sentais pas spirituellement qu'elles étaient fortes. Il y avait une qui dormait, la maison était calme, le couloir était noir, il n'y avait rien, donc je marche, je prie, je suis là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais parler? Et il y avait une fille qui était là. Je suis allée la voir, j'ai tapé la porte. Je dis, Fatim, c'est pas son nom, mais bon, je vais lui dire Fatim. Fatim, tu es là, tu dors? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pardon, est-ce que je peux rester avec toi? Elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, je sais pas si je rêve ou pas, mais il y a quelque chose qui m'a brûlé le dos. Donc, elle soulève ma chemise, elle regarde mon dos, c'est tout rouge. Elle dit, mais tu n'as rien, mais c'est rouge. Je dis, oui, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, il y a quelque chose dans la maison. Elle dit, bon, prends mon chapelet. Et j'ai pris le chapelet. On commence à prier. Elle dit, dors, tu vas rester ici avec moi. Et entre-temps, Fatim, elle, sa chambre, c'était une chambre avec une douche dedans. Donc, elle avait une suite. Donc, on dort. Et pendant que je dors, je sens qu'il y a quelqu'un dans la douche de Fatim. Il y a l'eau qui coule. Vous savez, quand l'eau coule, l'eau chaude coule avec la fumée qui sort. Donc, il y a l'eau chaude qui coule et la fumée sort. Et je me tourne, je ne vois pas Fatima à côté de moi. Je dis, mais comment c'est possible? Et je n'arrive pas à bouger. Au fait, ce qui m'a pris dans ma chambre était en train de me reprendre où j'étais. Donc, j'ai eu la même paralysie. Je ne peux pas crier, je ne peux pas bouger. Je tourne que les yeux et je vois la fumée de la douche qui ressort. Je me dis, mais attends... ça m'a pris ici, donc je commence à faire le Notre Père, j'ai commencé à faire toutes les prières, le chapelet dans ma main, donc je serre le chapelet, je sais pas quoi faire, je suis là, je prie, je dis, mon Dieu, je prie, tout d'un coup je me lève et je regarde Fatima à côté de moi, je dis, mais attends, tu dormais pas? Elle s'est relevée, elle transpire, elle me regarde, elle me dit, je l'ai vu. J'ai dit, tu as vu quoi? Elle dit, je l'ai vu, il t'a suivi. Je dis, qui m'a suivi? Elle dit, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Quand tu es rentré dans la chambre, j'ai eu une paralysie. Je l'ai vu, il a arrêté devant nous, il nous regarde. Je dis, mais je pensais que c'était toi qui étais dans ta douche. Elle dit, non, c'est pas moi. C'était lui. Je dis, mais attends, tu rigoles? Elle dit, non, tu as raison, tu n'es pas folle. Il y a un petit garçon qui te suit. On ne voit pas son visage, tout est noir. Il est noir. Il a les yeux comme ça, blancs. Tu ne peux pas voir, il te suit. J'ai dit, non. Donc, on n'a plus dormi. On est resté maintenant comme ça en train de prier.
On s'est attrapé. J'ai dit, ben, heureusement que c'est avec toi que je suis venue. Parce que si je raconte à quelqu'un, ils vont dire que j'ai fait un mauvais rêve. Parce que tu sais pas, entre la paralysie du sommeil et le mauvais rêve, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle m'a vu. Le lendemain, on est allé à l'église. On n'est même pas allé à l'école. On est allé à l'église, on est allé prier. Sincèrement, je vous dis la vérité, j'ai fait 3 jours sans dormir. Mon ours, là, je l'ai jeté quelque part. Le pauvre. Je sais que bon, après, il faut beaucoup de courage parce que je me disais que c'était la maison, c'était pas l'ours en question. Mon ours, je l'ai toujours eu. Mais vraiment, je pense que l'esprit de cet enfant qui se balade dans la maison, comme on était dans des moments difficiles, rien n'allait, on avait l'esprit très très bas. Donc quelquefois les esprits, ils apparaissent quand vous êtes triste, quand vous avez des problèmes, ils apparaissent parce que vous êtes faible. Donc ils se montrent. J'ai prié beaucoup sur mon ours. Je me suis dit, bon, c'est pas ça. Les poupées, tout ça. Quelquefois, ils agissent aussi dans les poupées. Les rêves, ils viennent, ils peuvent vous griffer, ils vous chauffent. Et ensuite, on a prié pas mal dans la maison. Le pasteur est venu nous dire que pourquoi vous avez ramené des hommes ici? On a dit, mais monsieur, est-ce qu'il y a un problème dans la maison? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts dans la maison? Il y a un enfant qui est mort dans la maison? Dites-nous, pourquoi vous ne voulez pas qu'un homme rentre dans la maison? Parce qu'il y a un petit garçon qui nous a suivis. Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Donc, on a décidé après de changer de maison. Voilà, on a changé de maison. Les prières se sont intensifiées. Et voilà, c'était ma petite histoire. J'espère que voilà, j'ai pas fait trop peur aux gens. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir pris DMG. Et la prière est très importante pour tout le monde. Hein. Les rêves, quelquefois, on a des rêves, on a des cauchemars, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a des rêves, effectivement, qui un peu transbordent vers la réalité. Et ça fait très peur. C'est la prière vraiment qui peut nous sauver. Merci à tous. Partagez, likez et bonne soirée à vous. L'histoire fait peur. Merci beaucoup, Alex, pour l'histoire. Merci. Blaise, le court-métrage, le premier film va être diffusé le 18 de ce mois. Donc, il faut seulement aller s'abonner sur la page DMG Production. Il y a déjà j'ai déjà mis la vidéo, mais ça va jouer normalement le 18 à 17h. Donc, on va voir tout ça en live. On va faire d'abord un direct de peut-être 15h jusqu'à 16h30. Et puis, on ira tous maintenant voir la vidéo en direct et faire les commentaires de ça en direct aussi. Ça va être intéressant de voir le film là tous en direct. YouTube, sur quelle plateforme? Sur YouTube, DMG Production sur YouTube. Cheveux là, donne-moi un peu. Ça a fini tous mes cheveux. Waouh. Sur YouTube, pas sur Telegram, sur YouTube. C'est quand? C'est le 18 de ce mois, 18 mars. À 17h00. En tous les cas, il y aura les communiqués qui vont se faire sur les différentes pages par rapport à ça, donc ne vous inquiétez pas. Vous mangez là. Là, c'est quoi là-bas? Allô? Bonsoir. Voilà, je voudrais raconter un peu mon vécu ici. Je suis arrivée à l'étranger, mais je vais vous dire que j'avais déjà vécu ce qu'on appelle la paralysie du sommeil en Afrique. J'avais déjà vécu ça. Mais je croyais en Dieu, mais je ne vais pas vous dire que j'étais vraiment appliquée. Donc, je menais une vie comme ça. Dieu existe, oui, mais moi d'abord. Donc, je faisais ce que je voulais de ma vie. J'allais avec qui je voulais. Comme ça, je me sentais libre. Voilà, arrivé en Europe, voilà, dans les groupes, après avoir vu les psychologues, on vous fait participer à des réunions et avec d'autres personnes qui viennent d'arriver et tout. Et le rôle de ceux qui ont déjà mis du temps, c'est de guider ceux qui viennent d'arriver. Et voilà, il y a une personne qui est arrivée dans le groupe et le dirigeant du groupe me dit, bon voilà, il y a une dame qui est arrivée, en plus c'est ta consoeur, donc voilà, je te conseille vraiment si c'est possible, de vraiment l'encadrer et de l'orienter, de lui dire un peu ce qu'on a déjà eu à faire ici dans le passé, comme ça elle ne sera pas dépaysée. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Bon, je prends la personne, mais la personne quand elle arrive, elle me fait des avances.
Je lui dis, bon, voilà, tu viens d'arriver, je comprends que peut-être qu'à cause de la solitude, tu te sens, tu as un besoin, mais moi, je te prends comme une petite sœur. Donc, voilà, s'il te plaît, il faut que ça reste comme ça. Si tu veux qu'on garde une bonne relation, considère-moi comme ta grande sœur. Je ne me vois pas en train de faire ça avec toi. De toutes les façons. Bon. Au début, là, la personne a essayé d'insister. J'ai dit non, 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 je te dis, je suis catégorique à ça, ça ne m'intéresse pas. Non, apparemment, la personne, cela ne lui avait pas plu, mais elle ne m'a pas dit. Et moi aussi, vous savez, en Europe, si la solitude, c'est quelque chose qui est présent. Donc, une personne venant de chez moi, je me dis, oh, voilà ma personne. Je prends la personne comme ma soeur. Voilà, et Dieu merci pour moi, le temps passe et j'obtiens mes papiers ici et tout. Donc, je vais, quand tu obtiens tes papiers, on t'envoie dans c'est une autre maison de transit. Le temps que tu trouves ta maison et tu aménages quoi. Tu es le propre chez toi. Alors là-bas, un jour, je dors. Mais pendant que je dors, je sens que je suis en train de faire un mauvais rêve. Je suis poursuivie par des entités vraiment effrayantes. Donc, je suis effrayée dans mon sommeil. Je suis effrayée dans mon sommeil et une voix me dit, lève-toi. Et je me lève sur le cou. Donc, je me retourne pas. Je ne bouge pas comme d'habitude. Donc, je me lève d'un coup. Et quand je me lève dans la maison qu'on m'avait donnée, je vous assure, je n'ai pas la vidéo, mais je sais ce que j'ai vu. J'ai vu, c'est comme un loup debout avec des pieds, un loup noir, tout noir, je sais pas, un loup noir avec des pieds. On dirait un humain, mais avec l'apparence d'un loup. Géant, un peu comme vous voyez dans les films La Momie, là. Il y a des hommes, c'est des hommes loups, c'est chacals, je sais pas trop, mais avec des pieds humains, des pieds, en fait ils sont debout, mais c'est un loup, c'est un animal, oh, juste à la tête de mon lit. Et je me lève, je dis, ah, de toutes les façons, moi j'ai un Dieu. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'ai un Dieu à qui je fais confiance. J'ai eu peur dans le sommeil, mais pas après que je me sois levée. Et directement, quand j'ai eu ça, j'ai pensé à la personne dont je vous ai parlé avant. La première idée est venue sur la personne. Moi, j'ai banalisé. J'ai dit, ok, ça va, ça va. C'est passé, le temps est passé. Dieu merci pour moi, j'ai trouvé une maison. J'ai trouvé la maison et j'arrive. Et la personne aussi, pendant le temps que j'étais en transit, a eu ses papiers aussi entre-temps. Mais avait eu le logement là où moi, j'avais trouvé mon logement à moi. Donc, elle avait eu le logement de transit dans la ville où moi, j'ai trouvé mon logement à moi. Et elle cherchait dans la maison. Elle n'avait pas de maison. Donc, de temps en temps, elle me disait, est-ce qu'elle peut venir à la maison chez moi? Je dis, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, en Europe, quand tu prends une maison, avant d'aménager la maison, avec le propriétaire, vous faites ce qu'on appelle l'état des lieux. Donc, la personne vous montre toutes les pièces. Et vous dit, ici, il y a ça. Donc, c'est du genre... Elle a un papier, soit elle a déjà noté tout, elle vous donne une copie du papier et ensemble, vous faites le tour de la maison. Au cas où il y a quelque chose qui se gâte, tu sais que non, ça, quand je suis entrée, on m'avait dit que ça, il y a ça. Donc, on a fait le tour de la maison. J'ai vu la maison de fond en comble. Elle était vide. Elle était vide, totalement vide. Il n'y avait rien dans toutes les pièces. À la cuisine, il n'y avait rien dans tous les tiroirs, tout ça. Non, voilà. J'aménage et la personne de temps en temps vient avec une copine à elle. Me disent, bon voilà, comme j'ai pas encore de maison, s'il te plaît, de temps en temps, si tu peux me permettre de venir dormir chez toi. Je dis, mais il n'y a pas de problème. En plus, quand tu viens d'obtenir tes papiers ici, le temps que ton dossier passe pour que tu commences à percevoir les sous, ça met un certain temps. Donc, et pendant cette période, c'est une zone de galère. Et elle et sa personne
elles avaient un peu, donc quoi. Donc quand elles venaient là, elles me sucraient un peu. Bon, font le marché. Ça m'aidait en attendant que le truc arrive. Voilà, elles viennent chez moi. C'est la seule et unique personne qui venait chez moi. J'aménage bien. Elle vient de temps en temps avec sa copine. Elle dorme sur mon lit et tout. Mais à un moment, je commence à avoir de sérieux doutes. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'entre dans ma cuisine. Je trouve dans les tiroirs de la cuisine du placard une boîte en peau de serpent. Une boîte rectangulaire, disons mesurant 30 cm sur 20 cm. Avec eux, faite en peau de serpent. Et quand je découvre cette boîte, elle est assise au salon, dans mon salon. J'étais en train de faire quelque chose à manger. Je dis, ah, d'où vient cette boîte? Je n'ai jamais vu cette boîte dans ma maison. J'ai fait l'état de lieu ici. Je sais comment, quand je suis entrée ici, qu'est-ce que j'ai vu dans les tiroirs. Il n'y avait rien dans les tiroirs ici. Cette boîte ne vient pas de moi. Qui a mis cette boîte dans la maison? Et moi, sachant que c'est la seule personne qui venait chez moi, donc là, le doute était encore plus palpable pour moi. Que bon, je ne connais pas, je n'ai pas des lunettes infrarouges qui voient l'intérieur de tout un chacun. Quand je dis infrarouge, vous pouvez imaginer ce dont je veux parler. Je n'ai pas ça, mais franchement là, il n'y a personne qui vient chez moi à part cette personne. Donc, si cette boîte se retrouve chez moi, je ne délie pas. Je sais bien que quand j'ai fait l'état des lieux, tout était vide ici. Mais comment se fait-il que du jour au lendemain, une boîte aussi bizarre, en peau de serpent, mais je vous assure, on dirait un serpent vivant, parce que c'était reluisant quand ça passe au soleil. On dirait un truc vivant dans mon placard. Et je commence à dire, mais en parabole, la personne était là, elle entendait, je commence à dire, la personne qui a mis cette boîte, à partir d'aujourd'hui, cette personne a affaire à moi. Parce que comme on dit, la personne ne sait pas d'où je viens. Ne sait pas qui je suis. Je viens de très loin. Et ça, c'est un combat entre moi et la personne. Elle vient me dire, il y a quoi, tu bavardes quoi ici là? Et voici une boîte que je viens de trouver ici. Et je sais que je n'ai pas amené cette boîte ici. Et je ne l'ai pas trouvée dans cette maison. Donc, quelqu'un a mis cette boîte ici. Et je ne sais pas qui est cette personne. Mais, à audio de la personne, elle me dit, ah, ma personne, ouvre ça, ouvre ça. Il dit, je vais ouvrir, est-ce que c'est moi qui ai mis la boîte? En fait, la personne ne fait que m'inciter à ouvrir la boîte. Ouvre ça. Il dit, non, je ne peux pas ouvrir cette boîte. Ce n'est pas moi qui l'ai mise dans ma maison. Je ne connais pas d'où elle vient. Et elle m'a l'air mystérieuse. Cette boîte n'est pas une boîte ordinaire. Ce n'est pas une boîte ordinaire. Elle n'a pas atterri dans ma maison du jour au lendemain. Et pourquoi toi, tu me demandes d'ouvrir? Toi-même, ouvre. Elle prend la boîte, elle fait comme si elle veut ouvrir. Après, elle me dit, gars, tu me fais peur, tu me fais peur. Je dis non. Ah, je dis, moi, je ne nous. Elle fait tout, elle me dit, si c'est moi, je vais ouvrir. Si c'est moi, je dis, ne dis pas si c'est toi, voilà la boîte, ouvre. Ouvre, non. Elle me dit, non, hein, gars, non, non, non. Elle fait tout. Pendant presque une heure, elle ne fait que m'inciter à ouvrir la boîte. Après, je lui dis, non, t'inquiète pas. Je vais gérer le problème. Je prends la boîte au-dessus de mon appartement. Il y avait un appartement vide, en travaux. Et le propriétaire m'avait dit, cet appartement, tu peux l'utiliser pour mettre... En fait, j'avais demandé la permission au propriétaire. Si j'ai comme je n'avais pas de cave, donc si je peux utiliser l'appartement du dessus comme c'est vide pour mettre des effets que je n'utilise pas directement ou je vais utiliser plus tard. La propriétaire m'a dit oui, tu peux utiliser, elle m'a donné les clés. Donc j'ai pris cette boîte. Je suis allée, je l'ai mise dans cet appartement au-dessus et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai fait pipi sur la boîte et j'ai commencé à maudire cette boîte en priant. J'ai commencé à maudire cette boîte et j'ai fait pipi sur cette boîte. Voilà, je l'ai laissé là-bas en haut. J'ai dit, le moment arrivé, je vais gérer ce problème. Un jour, les mois passaient, peut-être quelque chose comme 3 mois. J'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais régler le problème de cette boîte. Je monte dans l'appartement du dessus, je prends les allumettes et il y a un truc ici, on allume le charbon. Quand on veut faire le barbecue, c'est comme du pétrole, mais c'est en forme de boule, quoi. Un peu comme une motte de caoutchouc. Donc, je monte avec ça là-bas, je découpe ça en petit dans un seau en métallique. J'ai lancé la boîte. L'appartement au-dessus, je vous assure, c'était un appartement qui n'avait même pas de toit. Donc, quand il pleuvait, la pluie entrait.
C'était un appartement qui devait être en travaux. Et comme ma propriétaire était un peu paresseuse, donc ça prenait le temps. Elle disait, quand la saison sèche va arriver, elle va le faire donc en été. Elle va arranger l'appartement. Sinon, l'appartement n'avait pas de toit. Donc, il n'y avait pas d'électricité. Tout est coupé parce que si c'est comme ça, c'est le jour où tu prends la maison, tu vas te déclarer, tu prends l'électricité, le gaz et autres. On envoie sur les lignes, quoi, la ligne. Donc, il n'y avait pas d'électricité, rien. Et le jour où je monte donc pour aller brûler cette boîte, quand je mets le combustible à l'intérieur, j'allume, la boîte prend feu. La boîte commence à prendre feu. Mais je suis surprise que la sonnerie du téléphone, en fait, ici, quand tu arrives chez quelqu'un, tu sonnes en bas, ça sonne au-dessus et la personne t'ouvre depuis le dessus. L'interphone, quoi. La sonnerie de l'interphone d'une maison qui n'a pas l'électricité se met à sonner, mais pas comme une sonnerie normale qui fait rrrr, rrrr, mais elle sonne en continu. Elle sonne en continu quand la boîte commence à brûler. J'ai dit, oh, je regarde et puis l'appartement du dessus n'a pas souvent la fenêtre, parce que ça regarde la fenêtre de l'appartement du dessus, regarde le ciel. C'est pas une fenêtre que je peux regarder vers le bas. Donc pour voir vers le bas, il faut que je descende au rez-de-chaussée pour regarder qui sonne à la porte. Et donc, prise de panique, l'interphone se met à sonner sans arrêt. J'ai dit sans arrêt. Ça m'a effrayé, c'est comme ça, je laisse tout là, je repars. Je descends pour aller regarder qui ouvre. J'arrive en bas, il n'y a personne. Il n'y a personne en bas. J'ai dit, ah, les choses que j'entends alors, souvent là, vrai, ici, c'est ça que je suis en train de vivre en Beng, comme ça, voilà, ça que je suis en train de vivre ici en Beng. J'entendais qu'il y a la sorcellerie en Afrique. Je n'avais pas encore vécu ça, mais voici ça. Voici ma part ici. Là, je dis, quand j'ai brûlé, la boîte a brûlé presque la moitié. J'ai dû verser l'eau parce que j'ai aussi eu peur que peut-être c'est les pompiers ou bien c'est... Parce que c'est interdit de brûler les trucs ici dans la maison. Quand ça finit, je finis de verser l'eau sur la boîte, je laisse quand même dans l'appartement, je ferme et je redescends. Je remonte parce qu'il n'y avait personne, genre chez moi. La personne n'a pas fait 15 minutes. Elle vient de sonner à ma porte. Oh, elle vient, aujourd'hui je vais faire une bêtise. Je vais faire une bêtise. Je lui dis, ah, tu vas faire une bêtise. Si tu veux faire une bêtise, va dans ton village, va t'asseoir chez toi. Et tu fais la bêtise ici, là, tu ne vas pas faire de bêtises. C'est ce qu'elle me dit, la personne me dit, ah, je suis venue là, mais je vais faire une bêtise. Je vais faire une bêtise. Et puis, je lui dis, de toutes les façons, à l'heure où je suis, moi j'ai dit, ma mort et ma destinée ne viendra jamais de l'homme. Et je le répète, ma mort et ma destinée ne viennent pas de l'homme. Ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Et ma mort aussi est entre les mains du Tout-Puissant. Croyez-moi si vous le voulez ou pas. Mais au niveau du front de la personne, 2 bosses sont sorties. Et la personne, je vous jure, la personne était mal à l'aise. On dirait elle était en feu. Elle était mal à l'aise. Elle avait de la peine à respirer. Un peu comme quelqu'un qui est essoufflé, mais pendant très longtemps. 2 bosses sont sorties au niveau du front, comme des cordes. Et je lui dis, hé, il y a quoi? Mon frère, il ne faut pas venir te transformer chez moi. Il y a quoi? Si tu veux te transformer, par sort, tu vas te transformer en bas. Non. Quand je suis étouffée, ici, en tout cas, le message dans ma tête, j'ai dit, le message est passé. Et après ça, les jours passent encore. Mais là, franchement, j'avais déjà commencé à me méfier. J'évitais la personne et j'ai commencé vraiment encore à prier. J'ai commencé à prier au point où j'ai fait des promesses à Dieu. Seigneur, je sais que je ne suis pas un bon enfant, mais je suis dans une étape où déjà je remercie le fait que tu ne me mets pas la peur. Tu enlèves la peur en moi parce que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. C'était effrayant, mais je n'avais pas peur. Parce que je ne dois rien à personne. Je lui dis ça, je ne dois rien à personne. Tu vois ma façon de vivre. J'essaie de ne faire aux gens ce que je ne veux qu'on me fasse. J'essaie de vivre selon toi. C'est vrai que personne ne peut arriver à faire ce que tu fais, mais je fais de mon mieux. Je vis posément et droitement avec les gens. Si quelqu'un a décidé d'en finir avec moi pour des raisons dont je ne connais pas, je t'appelle au secours. Donc j'étais déjà d'abord reconnaissant du fait qu'il n'y avait pas de peur à moi, bien que des choses se passaient. Alors le temps aussi est passé, mais j'avais déjà des doutes. Donc j'évitais la personne et je ne peux pas vous dire, il y a tellement de choses que la personne a causées dans ma vie, du genre,
j'étais déjà sur le territoire depuis un peu de temps, donc j'avais des connaissances. Et chaque fois que je lui présentais une connaissance à moi, et que entre nous deux, moi pensant que c'est mon ami, on tape nos petits bérets sur la personne, dans un petit Congo, ça que peut-être je lui dis un petit fax concernant la personne, elle va par derrière. Elle dit à la personne se gâte avec moi et la personne, elle la récupère la personne. J'avais déjà fait cette remarque, donc j'étais déjà isolée. Toutes les personnes que je lui ai présentées, c'est avec elle qu'il marchait. Moi, j'étais toute seule. Toute seule. Bon, j'ai dit, bon, de toutes les manières, je suis née seule. Ça ne me montre qu'il faut que je fasse attention. J'ai suivi que quand tu arrives en Europe, il faut vraiment éviter le peuple noir. Je confirme. De toutes les façons, voilà. On dit c'est dans le besoin qu'on connaît qui est qui. Et quand je suis dans le besoin, je ne vois personne. Donc ça veut dire que je les banque en même temps. Et c'est ce que je fais. Je continue à vivre et je me mets dans une prière quand même profonde. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas si c'est mes yeux qui voient mal, ou bien c'est toi qui es en train de me montrer quelque chose. Mais si c'est toi qui es en train de me montrer cette chose, s'il te plaît, éloigne ces personnes sans bain de sang. Éloigne ces personnes de ma vie sans bain de sang. Sans toutefois offenser quelqu'un. Je ne veux pas que je me sépare et puis on reste vouloir me fusiller ou bien éloigne juste ces personnes. Avec ta puissance, je sais de quoi tu es capable. Chose qui a été faite. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait une réunion dans une ville, à la capitale. La personne, on s'est retrouvés tous là-bas parce que on était dans la même réunion. Forcément, on devait se voir. Mais à cette réunion, j'ai eu encore un truc. Donc, j'étais en train de parler, comme je parle là. Du coup, j'ai eu l'impression qu'il y a une mouche ou un insecte, c'est pas quelque chose, est ancré dans ma gorge et ça m'a séché la gorge. J'ai commencé à tousser, j'ai tout fait même. J'ai toussé à vomir, mais rien ne venait. Ma gorge était séchée et nouée. Oh, j'ai tousse. Mais rien. Le soir là, on rentre, elle me dit encore, s'il te plaît, je n'ai pas là où aller avec ma copine aujourd'hui. Si tu peux nous permettre de passer la nuit chez toi, le matin, on va partir. Je vais aller dans la ville où ma copine vit. Bon, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, on était nombreux même. Je ne suis pas seulement rentrée avec elle. Il y avait d'autres personnes, des gars qui devaient aussi transiter par chez moi. Le matin, je me réveille, on dort, on passe la nuit, on a tapé les divers toute la nuit. Le matin, je me réveille. J'ai 2 bosses au niveau de la gorge. Il y a une bosse qui sort au niveau de ma gorge et une bosse juste derrière mon cou, au niveau, à la descente de l'oreille. Une autre bosse au niveau de mon cou. Ah, je me mis, je dis, mais hier, je n'avais pas ça. Dans ma salle de bain, il y a une toilette dont je me brosse les dents devant mon miroir. Hier, je n'avais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas des petites bosses. Des bosses, on dirait des grosses bosses, quoi, qui ont apparu dans la nuit. Et cette nuit-là aussi, il s'est passé un truc. Donc, quand nous sommes rentrés, comme je vous dis, j'avais déjà des doutes avec la personne. Mes toilettes étaient, malchance pour moi, je n'avais pas les toilettes. Pour faire les besoins, il fallait descendre une rangée, sortir de l'appartement, descendre une rangée et il y avait directement les toilettes en face. Donc, pour que je fasse mes besoins, il fallait que je sorte de chez moi. Et comme j'avais déjà des doutes, je suis rentrée nous sommes rentrés de la capitale, j'avais envie de faire pipi. Mais j'ai dit, je ne laisse pas la personne si seule chez moi. Je ne vais plus la laisser seule. Donc, j'ai gardé les urines là sur moi. Je suis allée dormir avec les urines sur moi. Mais vous savez, quand vous avez envie de faire pipi, c'est un besoin. Ça reste là, ça vous tient. Mais j'ai dit, je ne peux pas laisser, je ne la laisse plus seule dans ma maison. Je ne sais pas ce qui se passe ici, là. Et à l'heure, si j'ai été aveugle longtemps. Mais là, je ne vais pas dire à Dieu qu'il a eu tort de me sauver de quelque chose. J'ai les yeux, je vais rester là. Quitte à faire pipi au lit, je vais faire pipi au lit. Donc, la personne est venue dormir comme il y avait les garçons dans la maison. Et ils ont dormi au salon. Nous, les filles, on a dormi dans la chambre. Ah, vers 3 h du matin, je vous assure. Je sais que j'ai envie de faire pipi. Je vais faire pipi. Le besoin est tellement pressant, mais j'ai dit, je ne sors pas. Ici, là, je ne sors pas. Même dans mon sommeil, dans mon subconscient, j'ai dit, je ne sors pas. Je vais rester ici, là. Mais à 3 h, je sens une douleur au niveau de mon bras gauche. Je sens une douleur juste après le coude, entre le coude et l'épaule. Une douleur très vive. Une douleur
une douleur forte. Et je vous assure, je me lève d'un coup. Parce que j'étais couché sur le dos. Je me lève d'un coup. C'est pas moi. C'est pas moi. Je sais pas qui m'a levé. Je me lève d'un coup. Je dis d'un coup, sans me retourner, sans me tirer. Je me lève aussi d'un coup. Et là, une chose tombe sur le lit. Qu'est-ce qui tombe? Vous vous rappelez, je vous ai dit que quand j'étais à la maison de Kranzi, il y avait une bête, on dirait une gargouille, je ne sais pas comment expliquer ça. La même chose retombe, bien qu'il est 3 heures du matin, les rideaux ne sont pas lourds, donc les rideaux sont transparents. Il y a déjà une petite lueur de l'extérieur qui vient. Et quand tes yeux ont déjà été habitués à la pénombre, tu peux voir ce qui se passe dans le noir. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si le son est bon. Il y a donc, ok, donc il y a une petite, je sais pas, même les yeux qui sont déjà habitués à la pénombre peuvent voir des silhouettes, des apparences. On t'écoute, mais si tu peux faire un petit résumé, parce que c'est un peu long déjà. Donc voilà, je vois la bête, le truc qui se recouche tout juste à côté de moi et je me mets à prier. Et quand je commence à prier, la personne aussi se réveille et me dit, mais tu ne dors pas, pourquoi? Et pendant que je suis en train de prier, se met à tousser. Tousser. En fait, tousser, c'était pour m'empêcher de prier. Mais je force quand même, je finis le Notre Père. J'essaie de prier, je me rendors. Le matin, les bosses dont je vous parlais là, c'est là, je me réveille avec les bosses. Ça m'inquiète, je dis, mais j'étais bien hier. Comment aujourd'hui, d'une nuit à l'autre, d'une nuit au matin, je me retrouve avec 2 bosses. C'est des grosses bosses. Alors je décide, ok, bon, quand ils vont chez eux, j'entre dans une prière intense. Dans ma prière, on me demande de voir, on me dit va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Le jour où je vais à l'hôpital, c'est long. Donc je vais, comme vous dites, je vais abréger. De toutes les façons, j'ai vécu quelque chose ici que je n'aurais jamais imaginé que je pouvais vivre en Europe. C'est moi qui le dis parce que c'est moi qui ai vécu. Je ne peux pas convaincre quelqu'un de faire attention aux gens en Europe. Mais je dis, moi, d'après ce que j'ai vécu, j'ai compris que la sorcellerie voyage. La sorcellerie prend l'avion, la sorcellerie bosa. La sorcellerie voyage, ça nous prouve ici. On a voulu finir avec ma vie, comme ça, comme un jeu. Et parmi, il y a eu mort parce qu'il y a une personne qui était collée à moi, qu'on a récupérée, qui a voulu essayer de résoudre le problème. Parce que quand on s'est distendu, il y a eu un truc, comme je dis, quand j'ai dit au Seigneur d'agir, il a agi. Il y a eu cette distance qui s'est créée. Et le petit vient me voir et me dit, mais ça dit quoi non? Comment qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, petit, tu sais, dans l'avion, on ne quitte pas ce qui est bien. Quand tu vois quelqu'un quitter quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans passer le petit, là aussi, c'était un radio-crottoir. Si tu lui dis quelque chose, il ajoute le sel, le cube, tout. Il peut agrémenter, ça devient autre chose là-bas. Donc, pour éviter de me retrouver, et puis c'était quelque chose de mystique. Certes, je suis humain, j'ai la prière, mais je n'ai pas la même force que eux. Parce que ce sont des gens qui ont une force qui vient d'ailleurs. Moi, je n'ai que celle de Dieu. Bien qu'elle dépasse toutes les autres, je ne vais pas aller me mettre en danger en disant que, oh, j'ai Dieu. Voilà. Donc, je dis, petit, on ne quitte pas ce qui est bien. Si tu vois que je suis quitté et que tu ne comprends rien, moi, je suis quitté de toutes les façons. Le petit là n'a pas fait 3 mois. Il a été retrouvé mort devant sa porte. Quand la voiture l'a crasé, crabouillé, on l'a retrouvé mort devant sa porte. Ils étaient ensemble hier. Ils ont bu ensemble avec la personne dont je parle. Le matin, on l'a retrouvé mort écrasé devant sa porte. Comme si un camion avait roulé sur lui, mais aucune voiture n'a reconnu. Donc, où on l'avait tué, où on est venu lancer devant sa porte. Il venait d'avoir ses papiers. Il n'a même pas joui de toucher sa carte d'identité. Donc, nous devons vraiment faire attention. Comme on dit, la prière doit être notre nourriture. C'est vrai que ce n'est pas facile. Quand tu entres en Dieu, il y a tout qu'on vient mettre. La dame qui vient de parler là tout à l'heure, disant qu'il y a des caméras qui mettent et tout, je crois que c'est possible. Ces gens-là, ils fonctionnent, mais ils ont dépassé le niveau du Wi-Fi. Ils fonctionnent. Leur connexion est plus que le Wi-Fi. Donc, on doit toujours rester en prière. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. C'est tellement long. Pour abréger, j'ai dit ça. Mais je suis quand même allée. Dieu merci, je suis allée à l'hôpital. J'ai suivi un traitement pendant plus d'1 an. J'ai été opérée. Personne de tous ces gens, personne n'est passé chez moi. Parce que j'étais condamnée à part. J'étais condamnée. Et comme ça n'a pas réussi à me prendre, on a pris celui dont je te parle là, tout à l'heure. Là. Donc, ça, c'est mon vécu.
Et c'est quelque chose de réel. J'ai dit, je ne pousse personne à croire. Mais je dis, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est mon vécu. Donc, passe pour l'histoire. Vous pouvez me descendre. Bonsoir, Ivana. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Très bien. Bon, j'ai une petite histoire. Mon histoire n'est pas très sorcellerie, mais bon, elle a plus des leçons à tirer. Bon, je viens du Cameroun, donc cette histoire, je l'ai connue au Cameroun. Étant au Cameroun, j'attendais mon visa. Peut-être mon visa a mis très long que prévu. Donc, c'est-à-dire tout le monde, même les gars qui commençaient la procédure avant moi, ça passait et tout. Ma mère, anxieuse, soucieuse de son enfant, a commencé à en parler à ses proches. Elle en parlait à mon cousin. Puis, mon cousin alors décide de nous amener chez un monsieur avec qui il traitait à Ezeka. Alors, ma mère a parlé avec ce monsieur à Ezeka. Donc, le monsieur nous a demandé d'aller faire 3 jours chez lui. Donc, histoire de faire le traitement, il a dit oui, tout est mystique, on a attaché, on a fait ceci. Si on blague même, elle va mourir. Mais moi, personnellement, je crois vraiment pas trop à ces choses-là. Mais vu que quand tu as une mère qui est à la maison, elle te met la pression, elle a encore un oui et tout. Bon, j'ai dit ok, allons-y. Premier jour, on arrive là-bas. Le monsieur d'abord, il fait des trucs de vision, non? Il lance des trucs, il parle. Mais moi, sérieusement, je croyais en rien. Parce qu'il dit, on t'a attaché, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, oui. Ma mère, très croyante, c'est-à-dire, elle croyait à tout ce que ce monsieur disait. Après, bon, le monsieur a vu que j'étais vraiment pas intéressée par ce qu'il disait. Il dit à ma mère, ta fille ne croit pas, elle va voir ce qui va se passer, elle va... Donc, si elle ne croit pas, si elle ne se soumet pas à ce que je suis en train de dire, qu'elle ne croit pas parce que le traitement ne va pas bien se passer et tout. Ma mère vient me parler, parce qu'on était parti aussi avec une de nos cousines. Ma mère vient me parler, elle me dit non, même si tu ne crois pas, essaie un peu d'adhérer et tout. Ma cousine me dit, ouais, toi aussi un homme comme ça, là, on dit qu'il a aidé tel ministre, il a fait ceci à telle personne, tel colonel, les colonels viennent ici, là, mais pourquoi tu ne crois pas? Donc le monsieur, après ça, le monsieur a fait une fixation sur moi, il me dit, tu es très capricieuse, tu es ceci, tu es cela. Ok, j'ai essayé un peu de baisser le cœur et puis commencer un peu à croire à ces choses. Le matin, la nuit, bon, le matin, on se réveille le matin parce que on est parti dans la nuit. On se réveille le matin, il n'a pas pu faire le traitement. Il y avait un produit qui manquait. Va au salon. Il n'a pas pu faire le traitement. Il y avait un produit qui manquait. Il a renvoyé à demain, au lendemain. La nuit, quand je dors, je fais une paralysie du sommeil en fait. C'est comme si je suis en train de rêver, mais je ne rêve pas. J'ai l'impression, parce qu'on dormait chez le monsieur, donc il avait les chambres et puis il nous a donné une chambre de dormir là. J'ai l'impression que je suis en train de... Mais je ne dors pas, je vois tout, donc mes yeux sont ouverts, mais je suis... Donc j'arrive même pas à bouger. Un monsieur entre dans ma chambre. Du coup, il commence à m'embrasser, il commence à me forcer. Après, je dis dans le songe, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Puis, le monsieur dit, mais je ne voyais pas, j'ai pas vu le visage du monsieur. Le monsieur disparaît, mais il avait exactement la silhouette du monsieur qui nous faisait le traitement. Directement, je me réveille toute en sueur. J'ai su que si à l'instant je parle de cette scène à ma mère, elle ne va pas me croire. J'ai essayé d'aller voir ma cousine pour dire que est-ce que tu crois vraiment à tout ce que ce monsieur dit et tout. Elle dit non, on te dit qu'un monsieur qui a traité ceci, qui a traité cela, toi tu as des problèmes de visa depuis 2 ans et toi aussi. Oh, comment? Ok. Le lendemain qu'il devait nous traiter alors, déjà d'abord il n'arrivait plus, donc le matin de ça il n'arrivait plus vraiment à me regarder dans les yeux, donc je sais pas trop. C'est comme s'il fuyait mon regard, je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait un truc.
Après, il commence le traitement par ma soeur, ma cousine. Et avant de commencer le traitement, il formate le cerveau de ma mère. Il commence à dire à ma mère que ta fille est très têtue, ta fille est ceci, ta fille est cela. Ma mère, elle est toujours paniquée. Elle vient me dire, calme-toi, le monsieur se plaint de toi et tout, et tout, et tout. Essaye de te calmer. Le monsieur il commence par le traitement chez ma cousine. Il fait le traitement à ma cousine même pendant 3 heures de temps. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas. En mon tour, il me fait appel. Il commence le traitement, il me dit déshabille-toi. Je dis, est-ce que le traitement doit se faire étant nu? J'ai dit déshabille-toi. Oh, il commence à bavarder, puis quand il voit que je ne cède pas, il part voir ma mère, il dit à ma mère que ta fille ne veut pas céder au traitement. Je vous ai dit, cette fille vraiment, ça ne peut pas donner. Ma mère vient me parler dans le lieu où on traitait les gens. Elle me dit, mais déshabille-toi. Ça fait quoi? Est-ce que c'est le premier homme qui te voit nu? Oui. Ok. Je prends mon souffle, je reprends mon souffle, après je me déshabille. Je reste en sous-vêtements. Il dit même les caleçons, il faut enlever. Entre-temps, il chasse tout le monde. Donc, il enlève tout le monde qui était là aux alentours. Il dit, allez nous attendre de l'autre côté. Parce que où il nous traitait, c'était un peu à 30 mètres de chez lui, de sa maison même. On reste là, il verse de l'eau, il parle, il fait des trucs. Après, il me dit, tourne-toi. Il me pose d'abord une question, il me dit, est-ce que si on te demande le sperme d'un homme pour te traiter afin que tu aies le visa, tu vas accepter? J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Est-ce que c'est le sperme d'un homme qui doit me traiter afin que j'ai mon visa? Il me dit, je te dis que effectivement à l'heure que tu es là, c'est le sperme. Et j'ai dit oui. Et bon, même si c'est le cas, je vais prendre le sperme d'un homme où actuellement, il dit que justement, on en vient à cette histoire. Il me dit, tourne-toi. Il faut que je prenne le sperme, mon sperme. Donc, il faut qu'on fasse des rapports. Je prenne mon sperme pour que je puisse te faire le traitement. J'ai d'abord commencé à rire. Il me dit, mais désolé si je ris parce que j'ai encore l'histoire dans ma tête et tout. Après, il me dit, j'ai dit, tourne-toi. J'ai dit, monsieur, ici, je ne me tourne pas. Il a essayé un peu de me brutaliser. J'ai d'abord cassé le pot, dans leur pot qui font les remèdes et tout, d'incantation et tout. J'ai cassé le pot. Puis il a commencé à crier, il a crié. Et puis les gens sont venus, me dit, on dit cette fille, il commence à dire, cette fille est maudite. Je la maudis, elle ne va rien faire dans sa vie. Elle lui a dit, devant ces trucs de traitement, elle lui a dit, tu n'es personne dans ma vie. Tu n'es ni ma mère, ni mon père. Tu n'es encore, donc, tu n'es personne dans ma vie. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne peux pas me maudire. Ma mère, là, elle pleure. Elle dit non, non, c'est un homme. Je dis que arrête de pleurer. Il n'a rien d'un homme de Dieu. À quel moment un homme de Dieu doit prendre son sperme pour me traiter afin que j'ai le visa? Tu as suivi ça? Ou même si il doit me faire le traitement, c'est pas en faisant le rapport qu'il doit faire le traitement avec. Il commence à bavarder, il dit je te maudis. Et moi, en répliquant, je disais tu ne pourras pas me maudire. Et j'ai cassé le deuxième pot. Tu ne peux pas me maudire. Quand je casse le deuxième pot, il y a un serpent qui est sorti. On ne sait pas d'où il est sorti directement. Le serpent est sorti. Tout le monde a fui. Le même jour, alors, on est rentré parce que c'était déjà la panique totale. Vu, il ne faisait que maudire. Ma mère était dans les supplications et tout. Elle suppliait, elle suppliait, elle suppliait, elle suppliait. Moi, j'étais même pas, je voulais rien entendre. Je voulais juste rentrer chez moi. Et lui disait que ta fille, je dis que je l'ai maudit. Elle ne pourra rien faire dans sa vie. Et elle suppliait. Ma mère suppliait. Quand moi, je voulais y rentrer, à la sortie de chez lui, donc, quand je devais y traverser sa concession, j'ai tapé les pieds. Étant dans sa concession, il a dit que je ne t'ai rien fait. Je suis venue ici pour un traitement. Et je ne reconnais pas qu'il y a un traitement qui doit se passer, que c'est avec ton sperme que tu dois me traiter. Donc tu ne peux rien me faire. Tu n'es pas mon parent, tu n'es pas mon Dieu. J'ai tapé mes pieds de là et je suis partie. C'est là alors que l'enfer a commencé. Chaque nuit, j'avais des couches de nuit atroces. C'est-à-dire, souvent je suis couchée.
Souvent, je suis couchée, j'ai l'impression. Donc, un petit sommeil, juste peut-être de 15 minutes. Je commence à avoir des couches de nuit. Je dis 15 minutes. J'ai des couches de nuit de telle façon, quand je me lève, je suis mouillée. Je suis mouillée, donc des choses que je n'avais pas. Donc, toi, tu t'en vas, peut-être faire un traitement quelque part. Tu arrives que c'est pas le traitement que tu n'as pas dû chercher. Et puis, quand j'expliquais à ma mère, ma mère commence à prendre conscience et puis elle prend peur. C'est là qu'on fait appel à un prêtre exorciste. Un prêtre exorciste là-bas à Yaoundé. C'est le prêtre exorciste qui m'a mis dans les neuvaines, dans les jeûnes, tout et tout. Quand il m'a mis dans les jeûnes, le 3e jour de mon jeûne, je rêve où il était marabout. Mais quand on partait là-bas, on partait au nom du pasteur, parce qu'il a dit à mon cousin qu'il était pasteur. Donc du coup, je rêve ce monsieur qui me dit, j'ai dit que tu ne seras rien. Et moi, dans mon rêve, je dis que je te redis que tu n'es personne dans ma vie. Et il a essayé de bagarrer avec moi, je l'ai poussé dans le rêve. Donc il s'est fait mal au niveau du pied, donc une paralysie, comme si la foudre l'avait, je sais pas, c'est un rêve. Mais comme mon cousin qui nous avait amené là-bas, resté aussi à Ezeka là-bas, donc il travaillait dans cette zone. Peut-être 4 jours plus tard, comme ça, après le rêve, 4 jours plus tard, il nous dit même que le pasteur, il a fait l'accident, il a le pied. Donc dans le rêve, exactement la partie où j'avais vu que il a été foudroyé. Et c'est exactement la partie que mon cousin me décrit que oui, il a fait l'accident et il y a une partie de son corps qui ne fonctionne pas et tout. Et puis bon, j'ai fini la neuvaine comme ça, j'ai plus de couches de nuit. 2 semaines plus tard, j'ai eu mon visa. Jusque-là, je suis ici au Canada. Donc, c'est ma petite histoire vraiment. Juste pour dire aux parents que parfois, apprenez à faire confiance. Parce que ma mère, elle en avait un problème, elle n'avait pas cette confiance en moi. Elle ne croit pas ce que ses enfants disent. Donc, je ne sais pas trop. Elle croit plus aux hommes de Dieu. Parce que ce monsieur ne peut même pas appeler homme de Dieu. Je ne sais même pas quel nom l'accorder. Donc, elle accorde plus d'importance à ces choses-là qu'à ce que ses enfants disent et tout et tout. Donc, j'appelle vraiment l'éveil des parents et tout et tout. Donc, c'est ma petite histoire. Si tu peux me faire descendre. Merci beaucoup pour l'histoire. Comme le soir aussi, on peut dire que voilà comment une maman était prête à vendre son enfant. À vendre son enfant à cause d'un visa. C'est-à-dire que je suis sûr que si elle disait à sa mère, comme tu vois là, il demande qu'on couche ensemble et que la fille était même, bon, elle n'était pas aussi agressive que ça. La mère allait dire, ok, vas-y, couche, ce n'est que les fesses, ce n'est pas le beurre. Ça ne forme pas. Donc, c'est comme ça que les parents vendent leurs enfants ici. Dès que le marabout m'a dit, hé ma chérie, on est encore de fait. Traitement. Mettez-vous sans caleçon. Sans caleçon déjà. Et je dois mettre le remède par... Mais il faut que je mette le remède sur mon... Un gant. Donc, je vous là, il faut que médecine, là, il n'y a pas les seringues, il n'y a pas... Je vous, la seringue, c'est tonton. Ça. Et c'est comme ça le film dont je parle, on va diffuser sur DMG Production là. Le titre c'est J'ai sacrifié ma fille. Et c'est net ce genre d'histoire-ci là. Donc c'est un peu comme si... Mais c'est net ce genre d'histoire-ci où une maman se retrouve en train de vendre son enfant moins cher à cause de l'argent. Ou alors à cause des petits privilèges comme ça là, que le passeport, le visa c'est quoi? Et donc ne manquez pas c'est vrai que je vais faire d'autres vidéos même sur ma page pour parler de ça, mais ceux qui sont là déjà, après ce direct, si faites l'effort d'aller déjà commencer à liker, parce que comme c'est en mode premier, ça veut dire que la vidéo est déjà en ligne, mais elle va être diffusée en direct à partir de 18h, donc disons dans 11 jours. Et donc si vous likez maintenant, vous enregistrez la vidéo, ça veut dire que quand ça va jouer, vous allez recevoir une notification. Bonsoir. Bonsoir Angélica. Oui, j'espère que vous allez bien.
Oui, moi ça va. Bon, je vais essayer d'aller un peu vite. L'histoire que je vais raconter me concerne personnellement. Tout débute lorsque mon père décide de m'arracher à ma famille maternelle pour aller me donner à sa sœur. Parce que pour lui, c'était les meilleures conditions. Elle est mariée et tout. Et il y avait d'autres enfants, de grandes personnes là-bas et tout. Et quand j'étais chez ma tante, je voyais des choses bizarres. Quand je dormais, je voyais des hommes devant moi, etc. Mais le souvenir le plus marquant, c'est un jour j'étais au couloir en train de jouer. J'avais 8 ans, j'étais en train de jouer et tout. Et au couloir, il y avait un grand miroir, vraiment un grand miroir. Et il y avait que la lumière de la cuisine qui faisait en sorte qu'on puisse voir quelque chose. Sinon, c'était normalement dans le noir. Et derrière moi, j'ai vu apparaître une femme grande de taille qui était habillée tout en bleu. Elle était noire, elle était très belle. Je regardais et elle me fixait, je la fixais, elle me fixait. Après un moment, je suis sortie du couloir, je suis partie vers la cuisine et j'ai dit à mes grandes sœurs, ah j'ai vu une dame et tout qui me regardait et tout. Et mes grandes sœurs m'ont dit, mais toi tu es folle, tu es toujours en train de raconter des histoires, des inepties et autres. Les vacances arrivent et on décide d'aller passer les vacances en province. Et donc moi, ma tante décide d'aller me déposer chez ma famille maternelle. Et là-bas, lorsque j'arrive, ma grand-mère me regarde. Elle me dit, toi, tu ne vas plus retourner là-bas. Bon, je ne savais pas ce qui se passait. Moi, je me disais que parce qu'elle avait vu que j'avais maigri et tout. Mais bon, ça passe. Mon oncle a essayé de venir me récupérer. Ma grand-mère a parlé avec lui et tout. Je suis restée. Plus je grandis, franchement, ma famille maternelle, ce sont des croyants. Ça s'est très bien passé. J'ai vécu une belle adolescence. Arrivé à l'université, je fais la rencontre de certaines personnes. Et moi, je suis pas dans le jugement. Peu importe ta religion et tout. Et il y avait une, elle était bouddhiste. Je sais pas si on dit bouddhiste ou quoi, je ne me rappelle pas. Alors, elle m'a dit, ah, Angélica, accompagne-moi, je vais rencontrer quelqu'un qui va me consulter et tout. Et comme moi, je suis assez curieuse, je lui ai dit, ok, allons-y. Et la personne en question est venue la chercher. Donc, moi, j'étais derrière et la personne ne faisait que me regarder par le rétroviseur. Il me regardait, il me regardait. Mais laissez-moi vous rappeler que moi, comme mes grandes sœurs m'avaient dit que non, j'étais folle et tout, je m'étais dit que ce que j'avais vu, c'était simplement un mauvais rêve. En fait, c'était juste dans mes souvenirs, c'était dans ma tête. Du coup, le gars faisait des bains à ma copine en question. Il parlait avec ma copine. Moi, j'étais à l'axe. Je vivais ma vie. Et après, il demande à ma copine de m'appeler. Lorsque ma copine m'appelle, je viens tranquillement. Il me dit, tu appartiens à quel ordre et tout. Je dis, non, moi, je suis chrétienne. Ma famille est chrétienne. Juste que moi, je ne juge personne. Je suis venue l'accompagner et tout. Après, il me dit, ok, la femme en bleu que tu as vue. Et là, j'avais déjà 22 ans. La femme en bleu que tu as vue quand tu avais 8 ans, ce n'était pas un rêve. Et là, je suis tombée. En fait, je ne sais pas, mais j'ai commencé à trembler et j'ai pleuré comme c'est pas possible. J'ai dit, mais je pensais que c'était dans ma tête et tout. Il m'a dit, non, laisse-moi te dire que c'est une entité qui est venue te voir et que tellement tu la rejetais, elle venait et elle disparaissait, elle venait, elle disparaissait. Il faut que tu l'acceptes. J'ai dit, mais comment je vais l'accepter? Comment c'est une entité qui va venir? Moi, je suis chrétienne, je n'adhère pas à des choses comme ça. Et c'est là où il a commencé à me dire que non, n'aie pas peur, nos ancêtres et tout. J'ai dit, ok. Je suis partie quand même. J'ai dit ça à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit, tu sais, Angélica, on n'est pas dans les choses comme ça. Quand tu m'avais raconté cette histoire-là, chaque nuit, je me réveillais pour prier pour toi. J'ai dit, d'accord. Je voyage pour la France, excusez-moi, pour les études. Et avant de voyager, j'ai un ami qui me dit, ah, j'ai envie de t'offrir des perles qu'on met au rein. Chez nous, on dit les sikidas. J'ai envie de t'offrir ça. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, c'est gentil. La personne m'offre ça. Je viens en France pour commencer mon année scolaire et tout. Et ça ne va pas. Je tombe tout le temps malade, ça ne va vraiment pas. Je commence à fréquenter une église. Et quand je fréquente l'église, un jour, pendant une semaine, j'ai passé dans ma chambre. Je ne sortais pas. Je faisais carrément une crise d'anémie alors que ça m'était jamais arrivé. Et c'est là où j'appelle mon pasteur. Il est venu, il a prié pour moi. En priant pour moi, je ne sais pas, je me vois en train de récupérer les sikidas en question et mettre au rein. Et je dis que, je vois mes sikidas là, on dirait que c'est un problème et tout. Il me dit, vas-y, coupe-les et ramène-les-moi. Je suis partie, j'ai coupé, je le lui ai donné, il a prié et tout.
Et il m'a dit, maintenant, va te soulager. Quand je suis partie me soulager, en urinant, il y avait de la fumée qui sortait. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'était de la fumée. J'ai pris peur. Il m'a dit que je ne sais pas qui t'a remis ces séquidas-là, mais heureusement que c'est toi-même qui as vu ça. C'était pas bien. Pour terminer avec mon histoire, j'ai continué à m'attacher au Seigneur. Et on a dans notre église, un prophète est venu. Il est venu et directement quand il est venu, il a commencé à enchaîner sur moi. Et il m'a dit, il disait aux gens, faites attention avec les liens de famille. Vous ne savez pas quels liens vos familles ont tissés avant. Mais cette fille-là, par exemple, elle essaye vraiment de se détacher de ces liens de famille. Mais elle est poursuivie par ce qu'on appelle un génie, un esprit des eaux, qui fait des réclamations en fait. Parce que ce sont des réclamations. Et quand elle venait me voir, c'était pour rentrer en contact avec moi. Mais moi, je ne percutais pas. Et il m'a dit que si j'étais restée dans le même endroit, aujourd'hui, je devais peut-être être prêtresse ou quoi, je ne sais pas, mais je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. Et ma grand-mère, en me voyant justement, comme elle est sensible spirituellement, elle a senti que là, ça n'allait pas pour moi. Et c'est surtout pour vous encourager à vraiment faire attention à ce que vous prenez avec les amis, et même ce que vous donnez. Faites très attention parce que on ne sait pas, le mal vient de partout. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour l'histoire, Angelica. De rien, merci à vous.